Le grand jury d'RFM ce dimanche, l'opposant Cheikh Bamba Dièye, leader du FSD/BJ, ancien ministre, député, ancien maire de Saint-Louis. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets: le nouveau gouvernement, l'opposition, le troisième mandat, les prochaines locales, l'émigration clandestine, qui sont les coupables, l'emploi des jeunes, la crise sanitaire, la crise économique, entre autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Cheikh Bamba Dièye, leader du FSD/BJ, face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bonne Toussaint. Le 1er novembre, c'est aussi la veille de la fête des morts. Le Sénégal endeuille la mort d'Iba Der Thiam, ancien ministre, ancien député, fondateur du parti politique CDP Garabgui. Bonjour, Cheikh Bamba Dièye. Bonjour Babacar. Votre hommage à Iba Der Thiam. Vous savez, le Sénégal vient de perdre un de ses plus grands intellectuels, un professeur émérite de nos universités, et quelqu'un à qui le président de la République avait confié un travail capital pour l'avenir de notre pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser d'abord au chef de l'État mes sincères condoléances, au président de l'Assemblée nationale, puisqu'il a été un député, et qu'il a été à la base de nombre de nos lois. Je voudrais en particulier adresser aussi mes condoléances à sa femme, à ses enfants, à ses compagnons de la CDP Garabgui et du professeur Iba Der Thiam. Je retiendrai au moins ceci: un homme d'une très grande valeur, un musulman profondément convaincu et engagé, un patriote sincère qui s'est beaucoup battu pour son pays. Et avec Cheikh Abdoulaye Dièye et Serigne Ousseynou Fall, ils avaient fondé ensemble ce pôle qui s'appelait Dëgg Modju, un nom prémonitoire. Et aujourd'hui, là, il va se retrouver, tout le monde sait que vraiment Dëgg Modju. Et je retiendrai au moins deux choses qui m'ont énormément marqué. D'abord parce que dans sa vie, le jour du décès de Cheikh Abdoulaye Dièye, professeur Iba Der Thiam était atterré. J'étais moi-même dans l'accident, blessé gravement. Le jour de la levée du corps, il est venu vers moi, il a insisté en larmes pour que je puisse prendre sa voiture de fonction de l'Assemblée nationale et que je puisse prendre ce véhicule-là pour aller à Saint-Louis. Je garderai en mémoire quelqu'un d'entier, de très grand en amitié. Et je crois que c'est aujourd'hui tout le Sénégal qui va le pleurer. Et je voudrais prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accueille dans son paradis et que son espace soit l'enceinte privilégiée, réservée aux élites de la foi, les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était votre témoignage poignant sur Iba Der Thiam qui nous a quittés hier soir. Le Sénégal aussi a endeuillé dans un autre registre le nombre de Sénégalais qui ont perdu la vie sur les routes de l'immigration irrégulière. Polémique sur les chiffres entre le Sénégal et l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, qui parle de 140 morts après l'incendie sur la pirogue remplie de clandestins et qui a pris feu au large de Mbour. C'est faux, rétorque le gouvernement sortant. Le président Macky Sall, il va changer son équipe. Le nouveau gouvernement sera connu en fin de journée aujourd'hui. 5 jours sans gouvernement, Cheikh Bamba Dièye, normal ou exagéré? Évoquer la question du changement d'un gouvernement dans une république, je crois que c'est tout à fait normal. Le temps que ça prendra, je ne vais pas trop polémiquer là-dessus. Je pense simplement que le président de la République a intérêt à bien se choisir une très bonne équipe pour faire en sorte que les besoins multiples et diversifiés des Sénégalais puissent enfin être pris en charge. Et c'est cela le plus important. L'entrée annoncée dans ce nouveau gouvernement qui va arriver, l'entrée annoncée de partis d'opposition, va-t-elle vous surprendre? Vous savez, au Sénégal, Babacar, plus rien ne peut me surprendre. Pour la bonne et simple raison qu'on a été habitué à tellement de retournements de situation. L'homme politique sénégalais a fini de se décrédibiliser au pied de l'opinion. En somme que quelque part, les Sénégalais disent souvent que politiciens yep ñoyam. Je voudrais m'inscrire en faux par rapport à cela parce que si cela a été le cas, ça voudrait qu'il n'y a plus rien à espérer au Sénégal. J'ose espérer que
ceux qui pensent que la politique doit servir les intérêts de la nation, quelle que soit leur position, que ce soit au gouvernement comme à l'opposition, auront à cœur de travailler pour l'intérêt du Sénégal. Et c'est ça qui est le plus important à mon niveau. Et surtout aussi travailler pour restaurer la confiance et restaurer l'espoir. Parce qu'au vu des événements que nous subissons et que nous vivons chaque jour, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de travail à faire, énormément d'investissements que nous attendons des acteurs politiques. Et particulièrement dans ce schéma-là, c'est autour de cela que je voudrais plutôt porter ma parole plutôt que de m'inquiéter si oui ou non une partie ou non de l'opposition va rejoindre Macky Sall. Parce qu'en tout état de cause, nous savons, vous et moi et tous les Sénégalais aussi le savent, que prendre une partie de l'opposition ne dépeuplera pas l'opposition ou n'enlèvera pas les griefs que les Sénégalais ont à l'endroit du gouvernement. Et je crois que la vraie solution, c'est de s'atteler à trouver des solutions durables, constructives, inclusives pour l'intérêt général plutôt que d'essayer de dépeupler quelque chose qui va repousser immédiatement. Idrissa Seck, celui que vous aviez soutenu à la dernière présidentielle et qui est arrivé deuxième après ce scrutin en 2019, Idrissa Seck et son parti Rewmi annoncé aux côtés de Macky Sall dans ce gouvernement qu'on attend tous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rien du tout, sinon que on n'en sait rien pour l'instant. On va attendre 16 heures. Si effectivement l'annonce qui a été faite est respectée, nous saurons qu'est-ce que c'est que ce gouvernement et qui est réellement dans le gouvernement. En tout cas de cause, je voudrais rappeler à tous les Sénégalais que la direction des formations politiques relève des dirigeants et militants de chaque formation politique. Je crois que je me respecte suffisamment pour m'aventurer à juger ou à supputer sur les prises de position des uns et des autres. Je voudrais simplement être dans la posture d'un homme politique. Je saurais respecter la décision de toute formation politique, même si je suis aussi quelque part dans la liberté d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, quelle que soit par ailleurs la prise de position des uns et des autres. Est-ce que si Idrissa Seck ou l'un des membres de son parti rejoint le gouvernement, ça va signifier de facto une rupture avec vous qui l'aviez soutenu à la présidentielle? Vous savez, nous avons apporté un soutien pour le candidat Idrissa Seck à une élection présidentielle. Nous sommes allés ensemble aux législatives et ce qui en résulte, chacun d'entre nous essaie du mieux qu'il peut d'être conforme à nos engagements d'origine. Pour ce qui est de la présidentielle, elle est derrière nous. Pour ce qui est du mandat de l'Assemblée nationale, je crois que c'est un mandat qui s'inscrit dans le cadre d'une opposition. En ce qui me concerne, moi personnellement, je veillerai à ce que les Sénégalais puissent être satisfaits de ma mission et surtout satisfaits de mes engagements et que je veillerai à ce que l'engagement premier que nous avons réuni ensemble ne puisse jamais être rompu. C'est cela ma part de contribution. Par contre, vous pourrez donc parfaitement comprendre, comme à ce jour et à cet instant, rien n'est dit et on ne sait rien de rien du tout, parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, parce que nulle part on a entendu le président de la République parler de la sorte. Ce qui va se passer, c'est un président de la République qui, à un moment de son parcours, décide de changer d'équipe. Je veux m'en tenir là, l'avenir nous dira pour le reste. S'ils entrent, cette partie de l'opposition annoncée, ce ne sera pas pour vous gouvernement d'union nationale, même s'ils entrent. Mais non, on ne peut pas parler de gouvernement d'union nationale, parce que pour moi, le gouvernement d'union nationale, ça pose une discussion préalable. Ça pose déjà des postulats autour desquels les gens, l'opposition étant définie et le pouvoir étant défini, les gens comprennent qu'ils sont dans des obligations aujourd'hui, compte tenu de la situation calamiteuse du pays, qu'il y a nécessité de s'entendre ensemble. Il y a un minimum, s'entendre autour d'une vision partagée, s'entendre autour de quelque chose qui sont essentiels pour moi, la vision. Et ensuite, il faudrait discuter de projets, de programmes et de séquences. Parce que nous sommes dans une situation où nous allons peut-être vers 2024 à une élection présidentielle. Il faudrait que nous soyons clarifiés par rapport à la décision du président de la République relativement à ces élections-là. Et je pense qu'autour de ces questions essentielles qui aujourd'hui vont complètement organiser ou chambouler l'espace politique ou l'espace de décision au Sénégal, c'est autour de cela et autour de l'intérêt supérieur de la nation que les gens se réunissent en fonction des situations particulières que nous vivons pour envisager un gouvernement d'union nationale. S'il n'en est rien de tout cela,
parce que le premier intéressé n'a rien dit à ce niveau-là. Et je pense que quand on parle de nation, on ne parle pas de parti politique. On parle des 16 millions et quelques de Sénégalais et tout le monde aura son mot à dire à ce niveau-là. Donc par conséquent, nous revenons à une situation très simple. Les partis politiques assument, chacun en ce qui le concerne, ses décisions et sa perspective et sa façon de comprendre et de faire la politique. Cela étant dit, la position de Cheikh Bamba Dièye et la position du FSD/BJ engagent et engagera toujours les militants du FSD/BJ et les Sénégalais libres qui peuvent partager ce point de vue-là. Par conséquent, chacun étant dans ses frontières, je crois que la chose est très claire. Avez-vous été approché, Cheikh Bamba Dièye, par le président de la République pour faire partie de ce nouvel attelage gouvernemental? Vous savez, Babacar, vous et moi, nous avons beaucoup d'années dans l'espace politique. Et je sais que vous ne partagez pas ce point de vue-là. Comme moi aussi, je ne partage pas ce point de vue-là. Il ne faudrait pas que la question politique soit résumée à une quête d'identité personnelle, de perspective personnelle ou d'intérêt personnel. Quand on s'engage en politique, et surtout en ces moments-ci, quand on pose la question d'un gouvernement, je pense que la priorité, c'est de faire focus sur l'intérêt supérieur de la nation. Lorsque tout un pays est mobilisé autour du changement d'un gouvernement, je pense que cela doit être quelque chose d'extrêmement important et ne pas être ravalé à la question de la situation particulière d'un individu. Cela conforterait l'idée selon laquelle que politiciens n'y payent, ce qui n'est pas le cas. Et le problème, il est beaucoup plus grave et beaucoup plus profond. Moi, je pense que nous avons un problème de société, un problème d'identifiant pour le Sénégalais. Sommes-nous suffisamment concernés par la chose nationale? Sommes-nous suffisamment engagés par le développement de nos pays? Est-ce que nous sommes capables de reléguer au second ou à l'arrière-plan nos questions personnelles pour enfin nous occuper de ce qui est important pour le Sénégal? Je pense que c'est autour de ces questions-là que les choses doivent être posées. Lorsque l'ensemble des acteurs politiques ou de l'activité politique durant ces 72 heures sont articulés autour des questions « est-ce qu'on t'a appelé ou est-ce qu'on t'a pas appelé ?» Cela montre que la politique ne répond plus. Et que dans cet espace-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un dérèglement. Je pense que les choses doivent être très claires pour tout le monde. Si nous voulons recréer les conditions d'un espoir pour nos jeunes, si nous voulons créer les conditions d'une confiance qui est essentielle pour le développement de l'économie nationale et le développement de la nation. Et ces questions-là, pour moi, cela ne se négocie pas. Si aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, un gouvernement d'union nationale répond à des prérogatives, si ces prérequis ne sont pas sur place, ne comptez pas sur moi pour m'incruster ou aller dans cette direction-là. Le jeu de chaises musicales, c'est, dans la gestion des affaires publiques, c'est pratiquement planétaire. C'est pas l'apanage du Sénégal. On va quand même vous interpeller sur ces décisions qui sont annoncées par Macky Sall, ces personnalités de premier rang du régime actuel qui seront probablement écartées par Macky Sall, personnalité à qui on prête des ambitions de lui succéder. Le président de la République a-t-il le droit de le faire pour ces raisons-là? Je ne pense pas, mais je dirais en tant que politique et froid sur cette question-ci. Parce que chacun doit assumer ses responsabilités. Quand je choisis d'être dans une équipe, je dois au préalable mesurer toutes les conséquences qui vont avec. Si je n'en suis pas capable, alors tant pis. Alors je dirais ce que le Wolof dit souvent, ne s'encalagne top, ne diwo soukar. Sur cette question essentielle, Babacar, quand on change un gouvernement, le président de la République étant le cœur de la République, je ne pense pas que quand il s'agit d'une voiture, que c'est le moteur qui change. Changer un gouvernement pour une voiture, c'est laisser le moteur intact, c'est changer soit les fauteuils, changer la carrosserie, etc., etc. Si, au bout de ces 8 dernières années, le moteur a déjà pris son régime, ce qui veut dire que tout ce qui se faisait de bien continuera à se faire, ce qui se faisait de mal et qui a été décrié sous toutes les formes continuera à se faire. Si nous sommes conscients de ce fait-là, nous devons savoir que peut-être dans la perspective du président de la République, c'est important, mais pour nous les observateurs et les acteurs politiques qui sont du dehors, nous pouvons être froids et constater que l'oxo du tam goud ba pare bëgg gàtt. Et que par conséquent, je peux mettre ma main au feu et dire que ce que nous avions eu avant, nous continuerons
sauf si le président de la République annonce des directions avec des actes concrets pour nous dire qu'il change de direction, je peux dire que nous allons vers ce que nous avons déjà connu. Et c'est cela aussi quelque chose qui est constant à la matière. Maintenant, les acteurs politiques à l'intérieur du jeu du pouvoir qui se sentent éjectés ou confortés, ça, c'est vraiment leur affaire, à mon niveau personnel, parce que je ne veux pas du tout m'incruster encore une fois dans cette dynamique. Pour vous, dans le fond, rien ne va changer? Mais il en est de la voiture. Il ne faut rien attendre de ce gouvernement. Sauf si, j'aurais espéré, et je souhaite vraiment que ce gouvernement réussisse, qu'il nous apporte des solutions, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'en dernier ressort, je suis un Sénégalais, et je pense que chaque instant, nous devons toujours souhaiter et espérer ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Nonobstant même le fait que nous soyons en opposition avec le pouvoir en place. Par conséquent, nous leur souhaiterons toute la réussite qu'il faut, mais je suis obligé d'être un acteur froid qui constate les choses. Pendant des années, nous avons vécu sous un régime avec des menaces graves et perpétrées et permanentes sur l'équilibre de la République, sur les institutions de la République, sur les libertés, sur le manque de transparence, sur le gémophotisme, sur la corruption, sur l'utilisation des ressources publiques dans des causes ou des situations qui n'ont rien à voir avec les intérêts et les priorités de la République. Le régime d'Abdoulaye Wade. C'est ce que nous avons reproché aussi à un moment donné au régime d'Abdoulaye Wade et qui n'a valu l'alternance de 2012. Et nous avons constaté, je le répéterai toujours, les mots très forts du président de la République. Il s'agissait de faire une gestion sobre et vertueuse. J'aime à le rappeler, il s'agissait de faire ce qu'on appelle la traque des biens mal acquis, etc., etc. Nous savons ce qu'il en est aujourd'hui et par conséquent, si la dynamique ne change pas, si les hommes avec les mêmes habitudes et la même vision du pouvoir, avec les mêmes ambitions pour le Sénégal sont restés en l'état, je peux dire absolument que nous n'avons pas grand-chose à attendre de ce gouvernement-là. Et se seront trompés tous ceux qui penseront ou qui collecteront quelque part l'idée d'une unité nationale autour d'un intérêt supérieur de la nation parce qu'il n'en est rien. Parce qu'aucune discussion autour de ce qui pourrait réunifier la nation, faire un consensus, établir des équilibres, corriger ce que nous avons subi il y a quelques années et qui nous avait valu d'être réunis ensemble, je crois qu'il n'en est rien à ce niveau-là. Je constate les faits. C'est un président de la République qui, en cours de parcours, sent l'intéresser, selon ses propres intérêts, de changer son attelage gouvernemental, libre à lui de le faire. Mais je trouve dommage que le pays soit paralysé juste pour cette question. Vous parliez à l'instant des institutions de la République. Vous êtes leader d'un parti politique. Et la prochaine question vous interpelle, même si vous estimez que le jeu de chaises musicales dans la gestion des affaires publiques, ça ne vous regarde pas, en tout cas. Mais Aminata Touré, le cas Aminata Touré, l'émongé de la présidence du Conseil économique, social et environnemental, pour les raisons suivantes, selon nos informations, son opposition au troisième mandat et ses ambitions présidentielles. Je crois que nous sommes jusqu'à preuve du contraire dans une république. Et dans une république, tous les citoyens sont égaux en droit. Et par conséquent, quelle que soit l'appartenance politique ou les tendances ou les ambitions des uns et des autres, je crois que chaque personne dans la République a la liberté de penser qu'elle peut être porteuse d'une grande vision pour le Sénégal et de perspectives qui peuvent véritablement faire avancer le pays. Ça, c'est tout à fait à son honneur si telle est son ambition. Maintenant, elle est dans une dynamique qui a ses propres réalités, qui n'est pas la mienne. Moi, je suis libre et autonome vis-à-vis de ce groupe-là et c'est la raison pour laquelle je peux me prononcer librement. L'hiatus dans cette affaire-là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la Constitution du Sénégal est très claire relativement à ce troisième mandat. Ce qui m'inquiète et me désole, c'est l'hypocrisie générale dans laquelle on est et qui justifie qu'aujourd'hui, on est dans le ni oui ni non, alors que rien ne le justifie. C'est la question pour laquelle je pose une grosse interrogation sur l'avènement supposé, probable ou non, d'une partie de l'opposition à l'intérieur d'un gouvernement. Parce que faudrait-il le rappeler, ce débat sur le respect de la légalité constitutionnelle. Vous soupçonnez quoi? Dites-nous directement. Non, je ne soupçonne rien. Je soupçonne simplement que sur cette situation-là, le président de la République,
compte tenu du fait que c'est lui-même qui nous avait fait voter dans des conditions extrêmement difficiles, cette constitution aurait dû clarifier ce débat-là, ne serait-ce que par rapport à lui-même. Parce que ce pays-là n'a rien à gagner de ce débat-là. Et toutes les formations politiques, y compris la PR, doivent aujourd'hui s'habituer ou se préparer à une éventualité ou à une inéluctabilité. Cette inéluctabilité, c'est quoi? Qu'il le veuille ou pas, que ce soit en respectant les règles de droit que nous avons ou par la force des choses, il ne sera plus un jour président de la République. Et toutes les formations politiques qui se respectent devraient naturellement se préparer à cette inéluctabilité. Si à leur niveau, c'est un gros problème qui peut justifier le fait qu'on puisse saquer X ou Y, c'est encore, je suis désolé de le dire, leur affaire. Par conséquent, ce qui m'intéresse et m'interpelle et nous interpelle, nous les Sénégalais, c'est qu'il ne faudrait pas que le syndrome de la Guinée ou que le syndrome de la Côte d'Ivoire puisse nous arriver. Parce que nous n'y gagnerons rien et il n'y a aucun honneur à imposer aux Sénégalais un président de la République qui viendrait en porte-à-faux avec nos lois, s'incruster par-dessus nos têtes sur le pouvoir au Sénégal. Et ça, c'est carrément renier tout le combat pour lequel des milliers de Sénégalais se sont engagés et pour lequel certains ont perdu la vie. Dois-je le rappeler ce qui s'est passé en 2012 et l'intensité du combat porté par les jeunes, porté par les femmes, porté par les pères de famille, porté par les citoyens du Sénégal. Il faudrait, Babacar, que nous soyons soucieux de ce pays, que nous avons pris des mains de nos pères et que nous laisserons à nos enfants. Il est bon, quelque part, lorsque la dynamique mondiale aujourd'hui est à la croissance, à la compétitivité, que nous nous refusons, nous, Sénégalais, Africains, à ce qu'on nous enferme dans les caves d'une compétition illégale, injuste, inique, et dans des conditions... Que cherche alors foncièrement Macky Sall dans ses dernières décisions politiques qu'il a prises? Vous pensez vraiment qu'il va tenter le 3e mandat? Je ne le sais pas et je ne veux pas réfléchir à sa place. Je ne peux pas me le permettre, puisque je ne connais pas le fond de sa pensée. Je peux juste... Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut éviter les syndromes guinéens. Oui, il le faut, parce que il faut prévoir, et il faut prévenir, et il faut alerter. Parce que, regardez, qu'est-ce que ces pays-là ont en commun? C'est une tendance générale. À un moment donné, il faut que les gens réfléchissent sur l'histoire de ce continent. Quand les présidents, les pères des indépendances se sont accaparés du pouvoir et qui n'ont pas voulu lâcher ce pouvoir, il y a eu à un moment donné un effervescement partout où les gens ont appelé à la conférence nationale. Les mêmes qui ont appelé à la conférence nationale se sont arrangés par des voies dérobées pour revenir au pouvoir. La panacée aujourd'hui, et que tous les pays de l'UEMOA ou de l'UEMOA se partagent, c'est le parrainage, c'est le fait de discriminer les candidats à la compétition électorale, c'est les injustices récurrentes, c'est le déni de la démocratie. Et par conséquent, dans ces conditions-là, ils se le partagent. C'est comme si ce que les gens disent que le syndicat des présidents de la République, en réalité, ça est devenu une réalité. Puisque les activités ou les actions des uns et des autres, on les retrouve partout. Il y a une répétition qui frise le ridicule. Partout, tu verras un plan Mali émergent, un plan Côte d'Ivoire émergent, un plan Guinée émergent, un plan Sénégal émergent. Et partout, c'est la frénésie au parrainage, c'est la frénésie pour éliminer les candidats. Et partout, c'est après la manipulation. On a installé partout les fausses cartes d'électeurs. Et partout, c'est les mêmes problèmes qui entraînent toujours les mêmes conséquences. Il n'y a pas de génie là-dedans. Il n'y a pas de perspective pour nos pays. Nos jeunes sont complètement explosés par le désespoir, sont en train de nous montrer chaque jour que nous avons raté les conditions dans lesquelles nous devrons nous installer. Et c'est pourquoi je m'inquiète, j'alerte. J'aurais aimé que le président de la République ne nous installe pas dans cette dynamique-là. J'aurais aimé, parce que je ne suis pas à sa place, qu'il puisse clarifier le débat, comme certains de ses partisans semblent le dire, mais il aurait fait gagner à ce pays énormément de temps, énormément d'énergie, et on se serait retourné vers ce qui est le plus important. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est peu de le dire,
Et je crois que c'est comme ça qu'il devrait être. Le changement de l'équipe gouvernementale, vous êtes convaincu qu'il ne va pas changer grand-chose si ce n'est que pour des intérêts politiciens. Alors, problème dans la mise en œuvre des politiques publiques du Sénégal, les politiques sociales notamment. Mais bien évidemment, si la perspective ne change pas, si la vision de base ne change pas, si le chef de l'État, qui est la clé de voûte de nos institutions, ne change pas, si sa perspective par rapport au développement ne change pas, je ne vois pas en quoi le changement d'un gouvernement pourrait apporter un changement significatif pour le Sénégal. Alors, quid de ce qu'on dit, les questions sociales? Le Covid-19 est passé et il est encore là. Il aurait dû nous enseigner un certain nombre de choses. On aurait dû apprendre de cela pour aujourd'hui avoir pour seul et unique objectif de corriger l'ensemble des dysfonctionnements au niveau de nos services et centres hospitaliers. Nous devrons repenser la sécurité sociale, faire en sorte que l'extrême vulnérabilité du point de vue géographique et du point de vue financier, qui est le lot quotidien de presque des millions de Sénégalais, puisse être interrompu, ce cycle infernal. Je crois que c'est autour de ces questions essentielles que l'énergie de la République, l'énergie de la nation aurait dû être orientée. Puisque, quoi qu'on dise, Babacar, que quelqu'un peut-il m'annoncer ici qu'il y a eu des changements de fond sur le chômage au Sénégal, sur la corruption au Sénégal, sur l'accaparement des richesses nationales au Sénégal, sur le manque de transparence au Sénégal, sur le fait qu'il y a toujours la stratégie du un poids, 1000 mesures. Je ne dis pas un poids, 2 mesures, c'est un poids, 1000 mesures. Et à la tête du client, on a ou le droit avec nous, ou le bâton avec soi. Et je trouve que c'est cela les vrais problèmes que nous avons. Un remaniement ministériel, en tout cas, qui intervient au moment où les jeunes du pays envoient des signaux, des messages forts avec la reprise par ces jeunes des routes mortelles de l'immigration clandestine. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter encore une fois mes condoléances à l'ensemble des familles qui ont été frappées par la perte de jeunes qui, à la fleur de l'âge, auraient pu apporter énormément de positivité à notre pays. Et constater, au-delà du gouvernement ou de Macky Sall ou du pouvoir et de l'opposition, que la ruée de nos jeunes vers l'étranger, vers un étranger incertain qui passe par un couloir de la mort, qui est quasi certain pour des dizaines de milliers d'entre eux, sonne comme la preuve, l'indice le plus évident que nous, les acteurs politiques, nous, la société, nous, les responsables, les pères de famille, nous avons raté et échoué lamentablement quant à l'organisation que nous aurions dû donner à notre pays, quant aux orientations que nous aurions dû donner à la politique de l'emploi, quant aux énergies que nous aurions dû développer pour créer la confiance et susciter l'espoir de vivre, de grandir et de prospérer dans notre pays pour des milliers de jeunes. À Saint-Louis, juste après la Tabaski, j'ai eu à alerter sur ma page Facebook pour avertir les autorités de la République pour leur dire que, écoutez, Barça et Barzakh a commencé. Et il y a de cela 20 jours, j'ai encore fait une autre annonce sur ma page Facebook pour leur dire que de la Tabaski à ce jour-là, il y a eu au moins 7 pirogues remplies d'au moins 200 jeunes qui ont quitté la côte de Saint-Louis, je ne parle pas du reste du Sénégal, pour rejoindre l'Espagne. Entre-temps, partout dans le pays, sur toutes les côtes sénégalaises, il y a eu des marchands de mort et des embarcations pour un avenir plus qu'incertain qui se mènent au quotidien, au vu et au su de toutes nos autorités. C'est normal, je comprends. Pourquoi ils ne veulent pas que cette chose-là soit mise sur le devant de la scène et placée comme priorité nationale? Parce que c'est avant tout l'échec des politiques de développement de notre pays. C'est avant tout l'échec du président de la République et de sa politique d'emploi. Par conséquent, il ne voudrait pas que l'opinion publique nationale, que les familles, que ceux qui souffrent, ceux qui n'ont plus d'espoir, au point comme les jeunes qui ont été débarqués à Saint-Louis, à la question de savoir si vous avez encore l'occasion, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit que moi je suis à la recherche de la première pirogue qui repart vers l'Espagne pour le faire, alors qu'il vient tout juste d'échapper. À Saint-Louis, où au moins 2 pirogues ces derniers jours ont débarqué des migrants. Parce et ça fait très mal. Pour moi, c'est ça, Babacar, les vraies questions. C'est ça la vraie problématique. Peu importe combien de gouvernements nous aurons, pourvu que ce soit le meilleur, celui qui va arriver.
Pourvu que ceux qui suivent soient les meilleurs Sénégalais au poste, pour qu'enfin, cette question qui est essentielle, qui va déterminer le devenir de la nation, qui va donner aux jeunes Sénégalais la possibilité de rester. Parce que rester pour ces jeunes, c'est d'abord régler la question de la pêche. Parce que si tu n'as pas un pêcheur aguerri, tu ne peux pas rejoindre l'Espagne. Il y a la gestion de l'emploi des jeunes. Il y a la gestion des drames qui découlent de ces voyages clandestins. Le nombre de morts dans ces voyages vers l'Europe ces derniers jours, selon l'Organisation internationale pour les migrations, et rien que sur l'incendie sur une pirogue de migrants au large de Mbour, il y a eu 140 morts. On n'a pas encore parlé de cette pirogue à 5 km de Dakar, poursuivie par des vedettes de la Guardia Civile espagnole et de la marine sénégalaise. Vous avez vu ces pirogues qui ont débarqué à Saint-Louis cette semaine avec beaucoup de victimes. Ces chiffres sont contestés par un communiqué du ministère de l'Intérieur. Cherche-t-on à cacher quelque chose? Mais ça ne sert à rien. C'est comme essayer d'arrêter la mer avec ses bras. Parce que cette situation-là, nous la vivons dans nos familles. Dans nos propres familles. Pas plus tard qu'avant-hier à Saint-Louis, dans une de nos rencontres, un de mes neveux est venu vers moi pour me dire, pas seulement de lui donner de l'argent, mais de prier pour lui pour qu'il puisse trouver une pirogue. Alors qu'à l'instant où il me posait cette question-là, il était capitaine de la pirogue familiale. L'entreprise de pêche, pour ceux qui connaissent bien Saint-Louis, chaque entreprise peut faire travailler au minimum 50 personnes. Il y a des entreprises qui ont pignon sur rue ici à Dakar et qui ne font pas travailler plus de 5 personnes. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Pourquoi l'État du Sénégal ne va pas donner un semblant de dignité à ces jeunes en leur offrant des possibilités pour pouvoir accéder à des machines à des prix plus que subventionnés, pour avoir la capacité non seulement d'améliorer les embarcations, pour ensuite avoir les moyens d'acheter chaque fois que de besoin le renouvellement de leur matériel. Qu'est-ce qui empêche l'État du Sénégal? Il y a bien des politiques dans ce sens, hein, cher Bamba Dièye. Non, mais elles sont plus qu'insuffisantes. Sur le secteur de la pêche, elles sont insignifiantes. Et ce n'est pas faute de le dire ici. Je n'ai eu de cesse de le rappeler à l'Assemblée nationale. Je vous donne quelques exemples aujourd'hui. Lorsque l'Union européenne a besoin d'avoir des contrats de pêche, ou que la Chine, etc., ou toute autre nation a besoin de pêcher sur nos eaux territoriales, ils viennent voir le gouvernement du Sénégal, signent des contrats, que ce soit frauduleux ou sous cap, etc. Peu importe, il y a des actes qui sont signés. L'Union européenne, pour ce qui est très clair, avec la Mauritanie, avec le Sénégal, signe des contrats. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement du Sénégal, pour le compte des pêcheurs sénégalais, à signer des contrats avec la Mauritanie, la Gambie? La Mauritanie est très jalouse de ses eaux et elle ne rigole pas avec... La Mauritanie a beau être très jalouse, mais la Mauritanie est réceptive à la question de signature d'un contrat d'État à État. Ce qui est autorisé à l'Union européenne, tout État responsable qui le ferait à l'endroit du gouvernement mauritanien, il aurait ainsi. Et la meilleure manière de subventionner ce secteur, c'est d'aller acheter pour le compte de l'État du Sénégal ces contrats, aussi bien pour la Mauritanie, pour la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. Et ainsi, tout pêcheur sénégalais qui voudrait aller pêcher dans ces eaux-là pourra acheter auprès du gouvernement du Sénégal ces contrats ou ces licences, ce qui aujourd'hui non seulement aurait le mérite de leur garantir le produit, mais ensuite les sécuriserait et éviterait les fusillades et les morts qui n'en finissent plus. Je pense que c'est comme cela que l'État du Sénégal, sur ce secteur concernant les jeunes, aurait dû faire pour aider les jeunes. Vous avez entendu dans une des télévisions un jeune dire « Je ne peux pas aller en mer pendant 15 jours et rentrer avec 30 000 francs ou 20 000 francs. » Ce sont des questions essentielles. Comment pourrait-on aujourd'hui obliger un Sénégalais, après l'avoir débarqué de sa pirogue, l'envoyer en prison, alors qu'à côté, des milliards de ces pays-là sont jetés en pâture sur des questions qui ne sont pas essentielles, et qu'ensuite on veuille
par-dessus le marché que ce citoyen-là puisse rester dans notre pays. C'est techniquement impossible. Et tant qu'il y aura des jeunes pêcheurs capables d'amener des embarcations en Espagne, vous pouvez être sûr qu'il y aura encore des dizaines de milliers de jeunes Sénégalais de l'intérieur du pays qui seront disposés à prendre. Il y en a beaucoup, beaucoup de jeunes pêcheurs qui font partie de ces derniers voyages ou tentatives de voyage irréguliers et beaucoup. Vous savez, tout le monde évoque la présence. Il y a même une autre menace sur la pêche. Parce que la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Oui, mais on évoque la présence massive de bateaux de pêche étrangers dans les eaux sénégalaises. Est-ce que c'est une explication fiable? En tout état de cause, on parlait tantôt d'un pays qui nous est très proche, et vous parlez des jalousies de ce pays par rapport à sa ressource halieutique. Le Sénégal a déjà énormément de problèmes avec les dizaines de milliers de pirogues et les centaines de milliers, voire de millions de pêcheurs qui existent le long de nos 700 km de côte. Par conséquent, s'ils entrent en compétition avec des navires étrangers qui, du point de vue de l'équipement, sont beaucoup plus perfectionnés et qui ont des sonars qui leur permettent d'identifier les bancs de poissons et parfois même marchent sur nos pirogues en haute mer et sans leur porter secours, je pense qu'il y a problème à ce niveau-là. Et même lorsqu'on parle, même pour les chalutiers sénégalais, il y a problème. Par conséquent, j'estime que ce que le gouvernement du Sénégal peut gagner à vendre des licences à l'Union européenne ou à la Chine ou à toute autre nation, il gagnerait 10 000 fois plus. Parce qu'en sauvant des vies sénégalaises, en protégeant des corps de métier dans ce pays et en aidant les Sénégalais à ne pas regarder ailleurs, à rester consolidé l'idéal de vie et cette volonté commune que nous avons d'aider ce pays-là à grandir. Et c'est ça, c'est une question qui est essentielle. Ne pas le comprendre, c'est pour moi-même ne pas mériter sa place et ne pas être digne d'être aux affaires. Il y en a qui pensent quand même que le seul argument du chômage, du sous-emploi ne suffit pas pour expliquer la reprise du phénomène de l'immigration clandestine, de façon globale. Mais je pense qu'ils ont tort. Parce que vous savez, il y a même encore une compétition sur les chiffres du chômage. Mais la réalité, Babacar... Les chiffres prêtés à l'OIT c'est pas important. Parce que je crois que c'est des faux fuyants. La réalité, pour chaque Sénégalais qui se pose la question de savoir s'il y a de l'emploi dans ce pays, et ce n'est simplement que de rentrer dans nos maisons. Sur 10 jeunes qu'il y a là-bas, vous ne trouverez pas 2 qui ont un emploi. Et ils sont tous en âge de travailler, ils n'ont rien. Pourquoi c'est des problèmes d'employabilité ou de qualification des jeunes? Mais c'est un tout complet. Ce qu'il nous faut, c'est qu'il faudrait qu'aujourd'hui l'État du Sénégal renforce son dispositif de création d'emplois, de formation de nos jeunes, parce qu'apparemment et de manière évidente, ce qu'il est en train de faire ne suffit pas. Il faudrait, à mon avis, non seulement protéger les secteurs vitaux de notre économie nationale, que ce soit l'agriculture, par un afflux massif d'aide aux vrais paysans. Je ne parle pas des paysans du dimanche, des Dakarois, des Saint-Louisiens ou des autres là qui aujourd'hui captent les capitaux, les tracteurs et tout ce qu'il y a autour et ensuite au fond de la spéculation autour sans rien apporter à ces secteurs-là. Il faut aller trouver les vrais paysans là où ils sont. L'énergie qu'il a fallu pour mobiliser 1000 milliards pour le mettre dans le terre, si nous les mobilisons dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche globalement, je peux vous garantir qu'aucun de nos jeunes, et que l'argent aille véritablement auprès des acteurs, je peux vous garantir que plus aucun de nos jeunes ne chercherait un ailleurs qu'au Sénégal. Et ça, c'est une question essentielle. Il y a maintenant à savoir si nous sommes dans une dynamique de savoir qu'est-ce que sont nos priorités. Et sommes-nous suffisamment engagés pour leur apporter des solutions? Je crois que c'est cela qui est essentiel à mon avis. Et il ne faudrait plus poser la question de savoir politique gauche qui est entrée au gouvernement, qui n'est pas entrée au gouvernement. Lillahi wa Rassouli, il faut qu'on se départisse de tout cela et qu'on soit focus sur la seule véritable priorité de notre pays. C'est comment aider nos jeunes à accéder à un emploi et à un emploi décent. Comment faire en sorte que nous puissions avoir un accès aux centres de soins pour tous les Sénégalais, quelle que soit par ailleurs la distance que nous avons vis-à-vis de Dakar et quelle que soit la modicité de notre bourse.
La relance de l'économie, justement, l'économie post-Covid-19. Le schéma de Macky Sall, le pape de ZA, est-il un bon schéma? Je l'espère. Parce que quoi qu'on puisse dire, jusqu'à ce que ces 3 années soient écoulées, il faudra bien que nous le supportions, lui et ses programmes, bons ou mauvais. Et par conséquent, je ne peux que souhaiter qu'enfin, au moins, que ce programme-là puisse apporter les solutions que nous attendons. Parce qu'en réalité, je crois que tous les acteurs politiques et les citoyens sérieux de ce pays comprennent qu'il ne faudra pas un mandat ou une équipe au pouvoir, même s'il passait 10 années, pour véritablement corriger tous les retards que nous avons accumulés des indépendances à nos jours. Et il faudrait que nous soyons tous dans une dynamique d'aller dans les profondeurs, couper à la racine le mal, pour ensuite créer les conditions de germination d'une identité nouvelle, de perspectives nouvelles, qu'il ne s'agit pas, à mon avis, et parce que ça va aller plus profond que le changement d'un système, puisqu'il faut changer les dynamiques à l'intérieur des systèmes. Il faudrait que nous puissions, comme je le dis souvent, que ces 3 éléments-là deviennent l'articulation essentielle des politiques publiques et de la manière d'être dans la République. Il faudrait que tous les programmes de toutes les formations politiques se résument à ces 3 vérités. La méritocratie, que ceux qui rentrent dans le gouvernement, tout comme ceux qui y restent et ceux qui y trouveront dans le gouvernement, que l'on puisse enfin et pour une fois pour toutes installer, Babacar, la méritocratie. Cela consacrera l'effort des uns et des autres et ça donnera au Sénégal la chance d'avoir ses meilleurs fils à des postes stratégiques. La seconde, qui aujourd'hui est encore difficile à avoir, mais il faudrait que de quelque bord que nous soyons d'accord pour que, enfin, que tout Sénégalais qui sera en porte-à-faux avec la loi ne puisse trouver nulle part sur le territoire national. Vous êtes probablement dans l'idéalisme. Non, je ne suis pas dans l'idéalisme, je suis désolé. Ce sont ces articulations simples, Babacar, qui ont permis les États-Unis de s'en sortir. Si vous voulez voir quel est le verrou qui empêche les pays dits développés de péricliter, ce sont ces 3 vérités. Et ce ne sont pas un idéal, c'est une nécessité. Mais Babacar, comment voudrais-tu que tes enfants puissent grandir dans ce pays si ces 3 éléments, si la méritocratie n'existe pas, si la sanction n'est pas réelle, si on ne destitue pas tous ceux qui mentent ou disent des contre-vérités lorsqu'ils sont à des échelles de responsabilité. Ce sont ces phénomènes simples. Ce n'est ni du khoutba, ce n'est pas de l'idéalisme, ce n'est que du pragmatisme. En la situation, si nous le faisons, nous réglons nos problèmes. Si nous ne le faisons pas, nous n'irons nulle part. Et j'aimerais bien, si je devrais résumer ma présence à grand jury aujourd'hui, c'est que chaque Sénégalais, de quelque bord que nous soyons, que nous puissions adopter tous ces 3 vérités. Que le président de la République lui-même, avec son nouveau gouvernement, pour une fois, installe la méritocratie. Qu'il puisse traquer ceux qui mentent au peuple sénégalais, parce que quand tu mens à quelqu'un, tu n'es plus digne de confiance. Et ensuite, tous les corrompus, les corrupteurs et tous ceux qui sont en porte-à-faux avec la loi, qui ne protègent plus personne, et que nous autres, que nous soyons plus dans des dynamiques de protéger qui que ce soit. Si la société maraboutique travaille dans cette dynamique, la société civile dans cette dynamique, la nation entière et le président de la République le premier, je peux être sûr, et de manière pragmatique et très froide, que nous allons nous en sortir. Votre discours ressemble à celui d'un certain Ousmane Sonko. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une jonction, une collaboration politique avec Ousmane Sonko, l'homme qui est arrivé 3e à la dernière présidentielle? Mais pourquoi pas? Rien ne nous empêche d'avoir une relation extrêmement poussée politiquement, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est un ami. Et il n'y a même pas une semaine ou 2, il est passé à la maison à Saint-Louis. Donc c'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il passe à Saint-Louis, me rend visite. Et nous sommes en même temps collègues à l'Assemblée nationale, nous sommes de la même génération. Nous partageons un certain nombre d'idées, c'est la raison pour laquelle vous faites ces jonctions-là. Par conséquent, sur l'espace politique sénégalais, si moi, personnellement, Cheikh Bamba Dièye et le FSD/BJ, notre problème, c'est que c'est Cheikh Abdoulaye Dièye qui a défini pour nous la politique. Votre père fondateur de ce parti. Et il disait, politique, moi, sak pexe yu dagan ngir jariñ sa askan. Et à ce niveau-là, sur cette perspective-là, je ne m'interdis rien. Je suis l'allié objectif de tout Sénégalais qui pense que la politique, c'est l'art de générer des actions positives pour aider les citoyens. Et de ce point de vue-là, vous pourrez revoir ma trajectoire. J'ai accompagné, soutenu spontanément
y compris le président de la République aujourd'hui, en des moments donnés de son parcours politique, chaque fois que de besoin, j'apporte toujours, parce que c'est ça ma ligne directionnelle, c'est comme ça que je justifie moi ma présence en politique. Quant à maintenant une alliance avec Ousmane Sonko, pourquoi pas? Pourquoi pas avec un autre? Pourquoi pas avec un autre? Étant entendu que si nous sommes tous conscients du fait que nous sommes là, mus par l'intérêt supérieur de faire développer notre pays. Pourquoi ne l'aviez-vous pas soutenu à la présidentielle de 2019 alors? Non, parce qu'en 2019, j'étais déjà dans une dynamique. Vous le saviez déjà. Nous étions engagés dans un combat qui n'était pas un combat secret, qui était un combat connu de tous les Sénégalais pour que le droit puisse revenir et que la compétition électorale ne soit plus du lambégolo. Qu'on puisse au moins offrir à des candidats, y compris particulièrement pour celui qui avait motivé mon combat, Khalifa Ababacar Sall, qu'on puisse lui donner non seulement qu'il puisse recouvrer ses droits, mais ensuite qu'il puisse participer à l'élection législative en tant que candidat, ce qui lui a été refusé, qu'il puisse participer à toute élection et que ses droits lui soient restitués. Je crois que ça, c'est un combat qui est fondamental et qui est essentiel. C'est cette dynamique de combat qui nous avait amené à constituer l'Alliance Idy 2019. Et je pense que c'est autour de cela que nous nous sommes tous engagés et c'est cela qui avait justifié le fait que, n'étant pas candidat, ni moi-même, ni le FSD/BJ, nous avions soutenu le candidat Idriss Seck avec lequel nous étions, si vous vous souvenez bien, déjà alliés aux élections locales, alliés aux élections législatives et par conséquent naturellement alliés à la présidentielle de 2019. La compétition, la prochaine compétition électorale la plus proche, ce sont ces élections territoriales. Avez-vous encore des ambitions locales, cher Bamba Dièye? Avez-vous envie de reprendre la mairie de Saint-Louis, par exemple? Bien évidemment, parce que je ne suis pas hors de la politique. Je suis un acteur politique et un acteur politique de premier plan. Je peux le dire aujourd'hui, de l'histoire de Saint-Louis de 1872 à maintenant, je peux mettre au défi tous les maires qui sont passés à Saint-Louis, et ça, prends à témoin les Saint-Louisiens. Pendant les 5 années que j'ai présidé au destiné de cette ville, j'y ai fait, en termes de réalisation, ce qu'aucun maire n'y a fait. Et à ce jour encore, ce sont les réminiscences des réalisations que j'avais faites pour le compte de la ville de Saint-Louis qui tiennent encore cette mairie en situation. Si je suis en pleine possession de mes capacités, ma ville natale, et on parle de développement territorial, il y a un ancrage de chaque citoyen par rapport à la terre qu'il a vu naître. Aujourd'hui, je pense que je suis à même, encore plus outillé pour aider ma ville, pour l'aider à assumer son histoire, l'aider à engager sa marche vers le futur. Et je pense que je peux être, et je le suis déjà, parce que n'est-il pas assez ancré l'actuel maire, Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, quel est le regard que vous jetez sur sa gestion de la mairie, puisque vous dites avoir mieux fait que tout le monde? Aujourd'hui, je pense que les Saint-Louisiens sont même plus outillés que moi-même pour le dire. Sur l'ensemble des éléments qui sont les faits saillants de ce qui caractérise la gestion d'une collectivité territoriale, la mairie de Saint-Louis n'existe pas. Il n'y a plus de coopération décentralisée. La question sur la gestion des ordures ménagères est aujourd'hui plus que problématique. La perspective sur comment ancrer Saint-Louis par rapport à l'avenir gazier du Sénégal pose problème. Et le management à l'intérieur de la ville de Saint-Louis est inexistant. On parlait hier de maires qu'on ne voit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, allez-y à la mairie de Saint-Louis, vous verrez qu'il n'y a pas d'activité à proprement parler qui puisse faire vivre une collectivité territoriale. J'avais réussi à l'époque, non seulement à redynamiser l'agence de développement communal, mais à en faire un pilier du développement territorial. Avec, en termes de ressources humaines, des gens qui ont le 3e cycle, et des personnalités. J'avais même pu ouvrir, en accord avec l'Université de Saint-Louis, un DEA en spécialité sur le développement territorial, et plus d'une dizaine de membres de la collectivité locale de Saint-Louis y étaient. Je vous rappelle, Babacar, que lorsque j'ai quitté la ville de Saint-Louis, il y avait des détecteurs d'empreintes pour qualifier à quelle heure chaque employé de la mairie de Saint-Louis est rentré et à quelle heure il sort, pour qu'à la fin nous puissions savoir quel est le niveau de taux de présence de chaque individu. Ces phénomènes-là n'existent plus. Quand je partais, j'avais des caméras à l'entrée comme à la sortie de la ville
pour qu'on puisse identifier le nombre de véhicules qui rentrent et qui sortent pour que les recettes municipales puissent être complètement exemptes de corruption. Ces phénomènes-là n'existent plus. J'avais laissé aussi un transport scolaire gratuit qui n'existe nulle part au Sénégal. Pour l'ensemble des écoliers de Saint-Louis qui n'existent plus, j'avais laissé 4 ambulances médicalisées qui n'existent plus. Voici des faits et ça, personne ne peut les contester. Cheikh Bamba Dièye, le parti que vous dirigez, le FSD/BJ, Front pour le socialisme et la démocratie, Benno Djiboul, a été fondé, je le rappelle, par feu votre père, Cheikh Abdoulaye Dièye, et son fameux slogan « Allahu Wahidoun », ce qui nous amène à parler des caricatures du prophète Mohammed qui fait un gros débat planétaire avec cette position du président français Emmanuel Macron qui estime qu'au nom de la liberté d'expression, la France n'interdira pas les caricatures de Mohammed. Réaction musclée du président turc Erdogan. Dans d'autres pays arabes, on est allé jusqu'au boycott des produits français. Silence en Afrique. Le président du Sénégal, bien d'autres présidents. Quel est votre commentaire ? Mais je pense que la France a totalement tort et que le président de la République française a outrepassé ses responsabilités de chef d'État. Un président de la République ne peut pas avoir le droit, dans une République qui s'est dit berceau des Lumières et qui a été à la base de la Révolution de 1789, où la liberté de culte et la liberté d'exercer le culte de son choix étaient inscrits en lettres d'or dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que de ce point de vue-là, la France est en train aujourd'hui d'être en marge de l'évolution du monde. Avoir dans son pays plus de 8 millions de musulmans suppose qu'il faudrait avoir ne serait-ce qu'un minimum de respect pour ses propres citoyens. Et qu'un président de la République qui dit que nous allons caricaturer pose problème. La France, pour le cas de l'islam, a un véritable problème. Et cela, je pense que c'est depuis qu'ils ont développé cette laïcité anticléricale. Je pense qu'on ne peut pas parler de liberté dans le cadre du droit de railler, de se moquer de la personnalité la plus importante du monde aujourd'hui et de la personnalité essentielle pour l'islam. Et il est inconcevable, moi je le pense et je le dis haut et fort, que sur ce dossier-là, la France a été condescendante, irrespectueuse et foncièrement intolérante. Et je ne vois pas en quoi et autour de quoi ils peuvent justifier le fait qu'ils peuvent s'asseoir sur le dos et sur l'honneur et la dignité de plus de 2,5 milliards de musulmans et faire comme si ils ont le droit et la liberté de dire et de faire ce qu'ils veulent. Et il a reçu des leçons de taille, pas seulement de Erdogan, mais du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, justement. de l'évêque de Toulouse. Parce que la liberté, la vraie liberté, c'est d'abord une vertu. C'est d'abord le substrat, la base du vivre ensemble. On ne peut pas, moi, personne ne peut me dire que... Les prises de position timides dans le monde musulman africain. Mais je m'en désole. Je le constate et je m'en désole. Parce que l'islam n'a pas de couleur. Surtout. Oui, l'islam n'a pas de couleur. Et même parmi nos dirigeants spirituels, on a l'impression quelque part qu'ils sont en décalage par rapport à la réalité du monde musulman. Nous ne sommes pas à part dans le monde musulman. Nous sommes une entité à l'intérieur du monde musulman. Ça s'appelle Oumma. Voilà. Par conséquent, les causes qui